Bonsoir et bienvenue pendant le 20h. Nous sommes vendredi. Le vendredi, nous vous proposons le Culture Club. Ce soir, pour m'accompagner, mes gardiens de la galaxie, Inès Morat, Didier de Jordan, Xavier Affre et Marcel Petriccioli. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Comment ça s'est passé cette semaine? Plutôt bien. Plutôt bien. Xavier, agréable, Inès. Semaine perdue dans le temps. Didier, c'est votre première cette année. Oui, ça m'a beaucoup manqué. Oui. Pas vous. Xavier, mais Pas vous, pour être honnête. Pas vous. On nous a obligé, le producteur de l'émission nous a obligés à vous recevoir. Il y a un quota. c'est normal. Alors ce soir, nous vous proposons un débat passionné et forcément clivant. Les super-héros, une overdose de demi-dieux. C'est notre sujet du soir avec lequel nous allons débattre. Les œuvres sélectionnées par les membres du Culture Club pour tenter d'apporter un éclairage intelligent. En BD, une enquête sur des meurtres impliquant des super-héros avec Powers. Enfin, des adaptations de comics jubilatoires, Kick-Ass de Matthew Vaughn et le crépusculaire Logan de James Mangold. Les super-héros ont-ils une vie sexuelle? La réponse avec le livre de Marco Mancasola. Et notre bonus track, les séries Marvel signées Netflix, Daredevil, Luke Cage et consorts. Le thème du soir, les super-héros, une overdose de demi-dieux. Marcel, c'est avec vous que nous allons commencer en BD avec Powers, le tome 8, Légende de Bendis et Humming aux éditions Panini Comics, les aventures de Christian Walker et Dina Pilgrim, deux policiers de la brigade criminelle qui enquêtent sur des affaires concernant des personnes dotées de super-pouvoirs. Eh oui. Et bizarrement, c'est pas les super-héros qui enquêtent, non, ce sont deux flics, tout simplement de la police criminelle, dans ce fameux Walker. Et c'est lui qu'on suit en particulier. On va suivre son quotidien, on va suivre son boulot. On va s'apercevoir très vite qu'il cache quelque chose. Alors je ne spoile pas, on apprend très vite que c'est un ancien super-héros qui a perdu ses pouvoirs. Il ne sait pas pourquoi. Donc il est très bien introduit dans le milieu des super-héros. C'est pour ça qu'il enquête. Alors, comme toujours chez Bendis, il y a énormément de dialogues, parce que chez lui, ce qui prime, ce sont les relations humaines. Donc les dialogues, il y en a en abondance, mais franchement, c'est tellement bien fait. Il mélange si bien les deux genres, super-héros et polar, que ces dialogues sont absolument indispensables. Ils sont même truculents par moments, très drôles. Et pourtant, l'ambiance, elle est sombre, elle est noire, notamment grâce au dessin très particulier. Hein, il faut dire, Très Batman. très cartoonesque même, on peut carrément. Mais, enfin, moi j'adore. Une fois qu'on a lu la série, parce que c'est en 10 tomes, on se dit, ça ne pouvait être que ce dessinateur, Coming, qui te pouvait dessiner. Il y a des aplats noirs qui sont absolument fabuleux. On en oublie presque la couleur. Alors son trait, il est assez gros dans les contours, mais c'est très simple. C'est même presque simplissime, mais tout est dans les cases. Et le travail de Bendis, c'est dans le découpage. Il y a des pleines pages, il y a des pages où il y a 2 cases, il y en a où il y en a 16. Il y a vraiment un travail de découpage qui sert absolument bien le scénario. Donc c'est prenant, c'est passionnant. C'est une très grosse critique des médias aussi, puisque souvent on suit l'enquête à travers la télé et à travers les journaux. Ça critique la corruption, le pouvoir aussi, tout ça. Donc il y a aussi autre chose derrière. Et franchement, ça se dit d'une traite. C'est absolument passionnant. Et voilà, il faut découvrir surtout Bendis. Alors là, il n'y a pas d'overdose, hein, Inès. Non, pas du tout. Non, moi je prends, mettez-moi sous perfusion, il n'y a pas de problème. Donc là, on a donc le gouvernement américain qui a déclaré illégal l'usage des pouvoirs, sauf que les méchants ne s'embarrassent pas trop des textes de loi. Ça pose la question, est-ce qu'on sacrifie l'égalité des droits sur l'autel de la sécurité? Alors évidemment, quand on arrive un petit peu comme nous en tome 8, tous les rebondissements, les retours, je ne vais pas trop spoiler, n'ont pas le même impact sur nous que sur les fans de la première heure. Alors ça aurait pu être le cas, il y a des constructions narratives qui le permettent, mais là on est dans vraiment un moment particulier, la série, un arc différent. Alors en revanche, j'ai trouvé très riche le contexte autour des personnages, on est immergé immédiatement. J'étais surprise par contre par la violence dans laquelle on est plongé, surprise, pas choquée. Et alors dans le même esprit, oui c'est vrai que les personnages adoptent un langage très fleuri et c'est aussi très réel du coup. Là c'est très vif, très incisif, donc oui, pour moi... Ça me va. C'est très réaliste. Hein. On est dans un monde de super-héros, mais hyper réaliste. Et surtout, il ne se moque jamais des super-héros. Franchement, c'est pas le cas. On n'est pas dans la parodie, non. on va le voir tout à l'heure. C'est l'état d'urgence permanent, en fait, avec ces comics. Ouais. Hein. C'est cela. C'est bel écho, alors non pas sur l'état d'urgence permanent,
Quoique. Bel écho aux sociétés contemporaines. Hein. C'est toujours ça avec les comics, il faut le dire, c'est extrêmement politique et c'est important de le signaler. Les comics américains, très surtout, en politiques. effet. On va passer avec vous, Xavier, au cinéma et vous voyez comme cette émission est construite de main de maître par vous, très cher ami, parce que Xavier Affre est le chef d'édition. Il aime bien de temps en temps que je vante ses mérites et le chef d'édition de cette émission. Vous avez décidé de la tourner vraiment sous l'angle très politique et vous avez choisi 2 films. On va commencer par le premier, Kick-Ass de Matthew Vaughn. L'histoire d'Ev Lisevski est un adolescent passionné de comics qui décide de combattre le crime avec l'aide de Hit Girl et Big Daddy. Marcel aurait adoré combattre le crime avec Big Girl. Moi, ça m'aurait bien plu d'être le super-héros aussi, un petit peu foireux, il faut le dire, hein, de départ. Bon, tu l'es. Peut-être déjà, voilà. Mais non, alors si vous êtes un peu comme moi, si vous avez un petit peu marre de toute cette ambiance super-héros, j'allais dire consensuelle, pour le coup, moi j'aime bien aller chercher des films qui dénotent un peu. Celui-là dénote quand même grandement par rapport à l'univers un peu aseptisé, il faut le dire, de super-héros. Notamment pour plusieurs raisons. Déjà parce que le matériau de départ est extrêmement riche. Mark Millar a dit, John Romita Jr. aussi pour le comics d'origine. Et puis 2, parce que c'est Matthew Vaughn qui réalise, pas n'importe qui est notamment responsable d'une série que je pense que d'un autre film que vous aimez bien, Kingsman. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des films déjantés. Il avait déjà fait des films avant aussi de cette même acabit. Et puis parce que c'est porté par les comédiens, qui sont ma foi plutôt bons. Alors quand on voit les comédiens, Aaron Taylor Johnson, pas jusque-là un comédien que je suivais particulièrement, même pas mauvais, et là je trouve qu'il se révèle dans ce film. Du coup, il a eu des rôles d'ailleurs très intéressants après. Je pense à Nocturnal Animals, par exemple, où il est très bon. Et puis parce que c'est pas consensuel. Et du coup, c'est pas politiquement correct. Et que ça fait plaisir de voir un film, encore une fois, où on voit de la violence et c'est jouissif. C'est-à-dire, c'est violent, c'est hyper violent, même faut le dire. Hein. C'est pas du tout un film familial, hein, ce que laisserait penser parfois ou l'affiche ou votre pitch. Brillant, certes, mais un peu biaisé. Orienté, voilà. Comme vous le dites souvent. Donc c'est bourrin, osons le mot, c'est assumé, c'est ça qui fait plaisir, mais par contre, en mise en scène, c'est inventif, c'est pétaradant, ça part dans tous les sens. Nicolas Cage, qui joue dedans, n'a jamais été, c'est peut-être son dernier grand rôle, parce que je ne sais plus où il est perdu, Nicolas Cage, je regarde. La BO est géniale, c'est décapant. Donc voilà, tout ça concourt à la réussite. Il y a plein de références dans la BO, voilà. du Mozart, il y a plein de choses. Exactement, et puis c'est une vraie réussite pour moi, parce que c'est décalé. Didier. C'est tout simplement exceptionnel. Qui n'a pas un jour rêvé d'être un super-héros en étant adolescent? On est sur son lit, on saute, on se fait mal. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il représente vraiment l'adolescent que tout le monde a été. Il est quand même dans une combinaison de plongée pour aller frapper des gens. C'est vrai. Il se fait rouer de Il se fait tabasser. Mais il se fait tabasser. Et au fur et à mesure, il fait ce buzz. C'est-à-dire que, comme il le dit là dans la bande-annonce, il n'a pas besoin d'avoir des pouvoirs spéciaux pour être un super-héros. Et là, il le démontre. Et puis, c'est vrai que Nicolas Cage est juste incroyable, mais la gamine. Génial. La gamine est juste exceptionnelle. Toute l'ambiance est juste... Il y a le côté récréation, je trouve. Ça ne prend pas trop au sérieux. Voilà, je pense que Xavier aurait dû être cet ado-là. Oui. Alors, même si ça ne se prend pas au sérieux, il y a tout de même toujours un sous-texte. Vous savez, cette expression qu'on a bien utilisée pendant le 20h. Le sous-texte aussi, c'est cette question de l'autodéfense. L'autodéfense aux États-Unis notamment. Hein. Là, sur la société américaine, c'est pas très joyeux si on creuse un peu. Et je pense que ça, c'est peut-être la patte de Mark Millar, sans doute, évidemment. C'est même un peu sombre, finalement, parce qu'on voit des adolescents, là, toutes jeunes, hein, avec des armes dans la main. C'est pas anodin, quand même, mine de rien. Et puis, vous l'avez dit, sur la façon... de la libre circulation des armes. Oui, puis même sur l'individualisme et le fait de se défendre et de se faire justice soi-même. Bon, Oui, c'est aussi, je trouve qu'il y a un message de désespoir, de désillusion. Les super-héros n'existent pas, en fait. Alors qu'on est tous en train de rechercher quelque chose de fort. Et lui, Millar nous dit, mais non, en fait, les super-héros n'existent pas. Non, mais justement, il essaie aussi de dire, peut-être, un petit côté espoir, c'est que vous êtes vous-même votre propre héros. C'est à vous de vous le construire et de le devenir. De ne pas aller chercher encore une image sacralisée comme on peut voir partout. Tout en légitimant parfois l'autodéfense, tout de même. Ça, alors, certains y verront une critique, mais tout de même, après c'est Millar. C'est toujours ambigu, très politique, ambigu, parfois assez conservateur au sens américain du terme, très proche des républicains, etc. Il faut savoir que c'est Millar qui était le producteur exécutif du film. S'il ne l'avait pas été, le film aurait été classé pour famille. Et il s'est battu justement pour que le film ait la violence initiale du comics.
Deuxième film crépusculaire, apocalyptique. Le réalisateur James Mangold torture violemment Wolverine dans Logan. Ça, je sens que ça vous plaît. Ça, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Alors oui, effectivement, j'ai regardé Logan, puisque avec de nombreux mois de retard, évidemment, je n'étais pas allé le voir au cinéma, il faut tout avouer. Il faut avouer à moitié pardonné. Et du coup, j'ai aimé Logan, comme quoi tout arrive. Voilà. Donc, non, alors, ce qui me plaît, bon, déjà, alors, j'ai noté le 3e film consacré à Wolverine, parce que moi, je ne suis pas trop... Oui. Pas trop, mes informations sont à peu près fiables, je pense, Marcel le confirme. J'ai beaucoup aimé, les acteurs, rien à dire, Hugh Jackman, bon, et même Patrick Stewart, quelqu'un qui s'appelle Professeur Xavier ne peut être que bon, forcément. Et puis, surtout, alors là aussi inspiré d'une mini-série. Encore Marc Millar, donc là on sent le côté sombre. Et puis, j'allais dire, c'est très mélancolique. Là, la dimension du super-héros redescend d'un cran quand même, hein, mine de rien. Et à travers cette histoire, alors bon, évidemment, il a pris sa retraite un peu discrètement, puis il doit réintervenir quand une jeune mutante arrive. Je ne veux pas trop essayer de dévoiler, parce qu'après on a vite des informations. Mais c'est vrai que ça ressemble, vous avez dit, presque à un western, finalement. Il y a un paysage de western, voilà. C'est mélancolique et c'est très pessimiste. Encore une fois, la patte de Millar. Donc, vraie réussite. Inès. Moi, j'aime beaucoup quand on malmène les super-héros. Alors, surtout quand c'est pas gratuit, parce que sa décrépitude, c'est le symptôme d'une crise profonde de l'imaginaire héroïque qui ronge les États-Unis. Alors, depuis la chute du mur de Berlin, et puis depuis les attentats du 11 septembre, c'est un petit peu un baromètre, un petit peu de l'humeur américaine. Souvent, d'ailleurs, les super-héros, depuis les attentats du 11 septembre, ont connu des révolutions graphiques, des révolutions au niveau de l'histoire. Marcel, c'est le cas dans de nombreux comics. Il y a eu un avant et un après 11 septembre dans les récits initiatiques et dans les récits des super-héros. Symbolisé par cette image de Spider-Man au-dessus des tours qui tombent et qui dit on ne sert à rien. Le Logan de Mangold. Fabuleux, même si c'est pas l'adaptation parfaite de Dolman Logan de Millar. Ouais, western crépusculaire, c'est ce que j'ai envie de dire. Il y a de la violence, il y a de l'action, mais tout est justifié. Voilà. Toute la violence et toute l'action a un sens. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le film. C'est pas gratuit. Franchement pas. En ce sens, c'est peut-être sur la justification de la violence, c'est différent de Kick-Ass d'ailleurs, dans la narration, dans le récit, dans l'exploration que l'on fait de ce thème de super-héros et de demi-dieu finalement. C'est extrêmement différent, même auteur, mais deux visions très différentes. Aussi violent qu'intelligent, je dirais. Moi, j'aimais bien le côté décalé de Kick-Ass, mais là, ce que j'aime bien, c'est le côté humain. Ouais. Là, le super-héros est humain. C'est la réalisation qui est faite justement de cette manière-là. On oublie que Logan Wolverine est un super-héros. C'est un homme qui est en train de sombrer. Et justement, qui cherche lui aussi cette rédemption, comme tout homme dans une société cherche depuis longtemps. Et c'est la manière dont il a réalisé qui montre vraiment que cette société dans laquelle, post-apocalyptique, vraiment, ça part en décrépitude, comme Inès a pu le dire. Et c'est ça qui rend vraiment le film très touchant et très important. Un des meilleurs films de super-héros, Logan, et avec le meilleur sur la franchise X-Men. Avec Wolverine, qui est Logan en fait, c'est ça. Là, ils trahissent le titre, c'est son prénom. Son prénom. Nous allons passer à la littérature avec vous, ma chère Inès. La littérature et ce livre, La vie sexuelle des super-héros de Marco Mancassola aux éditions Gallimard. Alors j'aime beaucoup le pitch du livre qui est proposé en 4e de couverture et je vais me permettre de vous le lire. Oui. Volontiers. Alors nous sommes à New York. À New York, la Grande Pomme, la Cité de Verre. Les super-héros sont très fatigués. Superman, Batman et les autres ont raccroché les gants. Ils sont devenus des hommes et des femmes d'affaires à succès, des vedettes des médias, du petit écran et des spectacles. Et ont tous renoncé à leur super-pouvoir. Mais jusqu'à quand? Yes. Alors, pour y répondre, on a un roman qui mêle le pseudo-polar et puis la parodie de comic book, mais pas que, on va y revenir. Bon, alors quand même, on touche à un tabou, c'était les héros de notre enfance. Alors Marco, le truc avec Batman, voilà, c'est difficile, ça passe pas. Ne spoilez pas, non, mais il se passe quelque chose avec Batman. Allez-y, je vous en prie, allez lire, partagez ça avec moi. Donc dans ce livre, on a les ex-justiciers comme l'homme élastique, beaucoup de possibilités. Superman est mystique, pareil, Batman, on trouve un ennemi commun et c'est le quotidien. Les vieilles gloires sont bien ancrées dans le réel, comme vous l'avez dit, à présent conférencier, jet-setter, présentateur télé, qui êtes-vous?
Alors, oui, c'est innovant, c'est audacieux. Philippe, je vous entends de là. Moi aussi, j'ai le super pouvoir de la télépathie. En fait, pas tant que ça. La tombée du piédestal, ça nous renvoie quand même au traitement des super-héros dans les comics des années 80. Où là, vraiment, c'était beaucoup moins majestueux, beaucoup plus sombre. Et puis, plus récemment, mais avant la sortie du livre, hein, The Dark Knight, je Oui, suis c'est vrai. obligée, voilà, ça s'est placé. Et là aussi, on s'inscrit dans le post-11 septembre. Le roman, c'est le récit de la fin d'un monde, celui des super-héros, celle d'une civilisation, donc incarnée pendant des décennies par les États-Unis. La vraie question du roman, c'est, après la mort des super-héros, que se passe-t-il? Ces capes et ces collants raccrochés, en fait, c'est le drapeau américain déchiqueté. Et puis, la force de ce livre, c'est la grande humanité des super-héros. On les suit dans leur misère, dans leur petite... voilà, c'est ça, c'est vraiment Leur petite vie touche au quotidien quotidienne, ouais. mesquin, vraiment. Et c'est ça qui nous déçoit finalement, c'est qu'ils sont humains. C'est ces demi-dieux déchus. Par contre, petit bémol, ne vous attendez pas à une psychologie fine des personnages. On ne va pas retrouver vraiment Batman dans ses noirceurs. Il y a une grande liberté artistique qui est prise. Ça n'est pas un fan de comics, je pense. Des illusions qui envoûtent tout le livre. Hein, et c'est là où il est intéressant. C'est pas tellement sur la personnalité des super-héros non, qui sont à côté là. C'est vraiment sur la société. C'est ça qui est. C'est ça. Non, mais c'est un Vous fan avez raison de vraiment le qui faire. veut. Oui, une décrépitude de notre monde, hein, ce qui montre de notre société, c'est ça. Que plus personne ne croit en ces super-héros vieillissants. Même eux ne croient plus en eux parce qu'on parle de meurtre, presque on pourrait parler de suicide. C'est vrai, hein, c'est meurtre, vrai. mais on peut penser qu'ils ont envie d'en finir. Moi, ce que j'ai aimé, c'est ce côté mélancolique du livre que j'ai aimé. Puis autre chose que j'ai beaucoup aimé, bon, c'est New York, quoi. New York qui est un personnage à part entière dans C'est le livre. peut-être d'ailleurs le C'est- personnage, voilà. c'est Et le c'est fil le d'Arial de personnage tout. Hein. Non, mais il y a un verre dans la pomme. C'est vraiment Exactement. l'expression qui vient quand on le lit. Mais voilà, on sent que oui, ce qu'il a voulu nous montrer, c'est cette fin du monde. Il n'y a plus d'utopie en fait. Voilà. Oui. Il y a plus, on ne croit plus au bonheur, on ne croit plus à la bonté, à tout ça. Et ce qu'il nous montre à travers ces super-héros vieillissants. La fin de l'utopie. Ben, ça fait longtemps que je n'avais pas lu un livre aussi enfin, je veux dire, triste, parce que moi, je sens cette c'est ça. tristesse derrière. Et Inès, c'est tout à l'heure le 11 septembre, j'ai l'impression qu'on le lit à chaque ligne, comme si c'était devenu, et c'est devenu un événement fondateur hein, de quelque chose qui s'est passé, et ce qui va se passer après. C'est-à-dire que là, en fait, effectivement, peut-être la peur de l'Amérique de ne plus être protégée. Oui, oui. Simplement, Clairement. ce qui peut annoncer après un repli sur soi aussi. Il y a plein de choses moi, qui sont Mais vraiment loin de Captain intéressantes. America, Voilà. oui. Et puis c'est la peur de l'autre. Hein. Ah C'est oui, ça bien qui sûr. est aussi un des nerfs du livre. Hein. La peur de l'autre, la peur du regard de l'autre. On l'a évoqué il y a quelques semaines. L'enfer, c'est les autres, correspond complètement au livre. Hein. C'est vrai. Inès, d'ailleurs, c'était la formule que vous aviez utilisée dans une précédente émission, n'est-ce pas? Oui, oui, c'était mon émission. Voilà. C'est dit. La vie sexuelle des super-héros de Marco Mancasola aux éditions Gallimard, pour poursuivre notre conversation autour de la figure des super-héros, des demi-dieux. Est-ce que cela dit des sociétés contemporaines? C'est ça qui est important. Plus populaire, quoique, parfois même politique, les séries Netflix. Consacré à de nombreux super-héros. Il y a Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist, celui-ci on pouvait s'en passer, ou encore les Defenders très récemment. Didier, vous avez choisi de les mettre en avant. J'ai surtout choisi de mettre en avant Daredevil. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un ninja aveugle. Concept. Et aux États-Unis, il y a 3 aveugles très importants. Ray Charles, Stevie Wonder Et Daredevil. et Daredevil. En France, voilà, Gilbert Montagnier. Il y a déjà un grand monde. Donc, Daredevil, c'est quoi? C'est un jeune avocat trentenaire qui est aveugle, et donc avocat le jour et justicier la nuit. Alors là, on se dit comment c'est arrivé. Et en fait, c'est totalement logique. Il est devenu aveugle à l'âge de 9 ans en voulant sauver quelqu'un d'un accident. Il a reçu des produits chimiques dans les yeux et du coup, il devient aveugle. À ce moment-là, il est recueilli dans un orphelinat par un autre aveugle. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, je peux comprendre que ça. Et qui va lui enseigner à développer ses sens. S'il ne voit pas par ses yeux, il va développer ses sens pour pouvoir voir par rapport à tout ce qu'il possède. Sa vie ne s'arrête pas là. Et c'est à ce moment-là que lui se découvre un justicier. Parce qu'il vit à Hell's Kitchen, dans un quartier de New York, encore New York, qui est vraiment encore le personnage principal. Et là, c'est juste incroyable. Et la première scène de cette série annonce déjà la couleur. Il est au confessionnal. Il nous explique pourquoi il veut être ce justicier. C'est quelque chose de très important. Visuellement, c'est juste époustouflant. Joué très sobrement et comme il faut par Charlie Cox.
Magistral. C'est vraiment incroyable. On a envie de devenir ninja et aveugle, pour tout vous dire. C'est juste... J'ai l'impression qu'on a trouvé vraiment le super-héros Marvel, qui est le pendant de Batman, de Bruce Wayne, Chez, chez le concurrent DC Comics. Là où c'est très bien réalisé, c'est que de suite dès le générique, on a le personnage Daredevil qui apparaît, très rouge, très sombre, très dark, avec une petite musique. Et là, on comprend en fait que la personnalité du personnage va être très compliquée pour lui, parce qu'en fait, il se fait bastonner dès le début, il souffre. C'est un humain en fait, c'est pas un vrai super-héros. C'est pas un demi-dieu, hein, Ce c'est n'est ça pas qui un est demi-dieu. intéressant. C'est un homme comme Il nous. apprend. Mais Être il super-héros. apprend. Mais le problème, c'est que pour lui, la religion est très importante dans cette série. Et d'ailleurs, c'est le seul moment où je me suis intéressé à la religion, c'est dans cette série. Comme quoi, tout mène à tout. vous C'est voyez, qu'il y a, les il y a super-héros. ce combat, il est avocat, il doit devenir à la fois justicier. C'est juste incroyable. Et sur 13 épisodes, c'est monte crescendo. Et les 2 saisons sont Les deux excellentes. saisons, hein. ouais. Alors, ce qui est très intéressant également, au-delà de tout ce que vous venez de nous dire, qui nous a permis de bien appréhender le personnage de Daredevil, c'est une quête. C'est une quête initiatique. Encore une fois, on y revient, c'est un petit peu en filigrane de tout ce que nous avons dit. Marcel, c'est ça Daredevil. Hein. C'est une quête personnelle et c'est une quête aussi pour Hell's Kitchen, qui est un quartier dévasté de New York, avec cette grande problématique de l'urbanisation. C'est populaire, concret, politique. C'est le Daredevil de Frank Miller, c'est ce qu'il a voulu en faire, il a voulu montrer cette quête. Et tu parlais de religion, mais il y a cet épisode de Daredevil qui s'appelle Born Again, où il tombe au plus bas, et c'est la religion qui va le sauver. Et Daredevil, en fait, c'est une quête en permanence, tout le temps. Depuis que Frank Miller l'a repris, a fait le scénario. Alors on va et dire Bendis qui, Frank aussi. Miller. Hein, Frank Miller. Quelques mots sur Frank Miller. 2 mots, Daredevil est un personnage secondaire de l'univers Marvel. Frank Miller, qui est un dessinateur scénariste, est arrivé et a fait de Daredevil un des personnages principaux de l'univers Marvel, en faisant justement un personnage sombre, très très sombre, toujours à la recherche de soi, il y a toujours une quête derrière Daredevil. Pour revenir à la quête d'identité, d'ailleurs, dans la saison 1, l'antagoniste, le méchant, qui est Wilson Fisk, c'est justement, lui aussi, une quête d'identité. Bien sûr. Et lui, il est dans la lumière, c'est le politicien véreux. Mais lui, là, on en revient encore un peu à la religion par la théorie du chaos. Lui, il veut détruire pour reconstruire. Donc lui aussi, il cherche sa propre rédemption et à... Mais tous les personnages, si on en revient à Punisher aussi, cherchent la rédemption. C'est Il intervient dans la Punisher qui saison. intervient dans la saison 2, qui est justement divisé en 2 parties. C'est aussi un justicier, mais lui tue. Donc là, il y a la confrontation. Est-ce qu'on doit se donner une dernière chance au méchant ou est-ce qu'on doit le tuer? Justement, il y a 2 visions. Et là, c'est franchement très, très, très bien joué. Inès, la théorie du chaos appliquée à l'univers des super-héros. Oui, forcément, ça me plaît. Mais alors, moi, j'ai vraiment un coup de cœur particulier pour les antagonistes. Comme d'habitude, évidemment, Vincent D'Onofrio, Incroyable. magistral. Qui joue Wilson Fisk. hein, dans C'est la ça. série. Et puis, évidemment, pour le Punisher. Alors, même si je trouve que l'origine story est un petit peu lacunaire, je ne sais pas si tu me rejoins, Marcel, on en avait parlé. Oui. Donc voilà, et surtout, le Punisher, il incarne ce dilemme entre la loi appliquée et la justice expéditive. La loi et l'ordre. Qui voudrait faire régner. Tintin. Voilà. Donc, et mention quand même au plan séquence dans le couloir, saison 1. Juste incroyable. Allez-y. Xavier. Ah oui, alors grande saison, hein, les 2 hein, d'ailleurs, et je pense même que la deuxième, moi j'ai une deuxième, préférence ouais. pour la Plus la folle, première. plus violente. Mais non, c'est extrêmement intéressant. Les acteurs, bon, citer Vincent D'Onofrio qui est incroyable, mais surtout ça fait oublier la piètre prestation de Ben sûr, Affleck en film, qui était un Daredevil horrible. Et puis là où Fin c'est des bien, années Au moins, 90. vous remarquez qu'on n'en parle presque plus, on parle de la Oui, série maintenant. c'est vrai. là où c'est Daredevil, bien c'est la traité série. aussi, c'est que souvent le super-héros a un ami, un sidekick, comme on appelle ça, qui est souvent laissé de côté. Là, C'est un justement, comic il relief, prend de normalement, l'épaisseur là. au Oui, fur c'est et à vrai. mesure des épisodes et des saisons. De second Et rôle. c'est là que c'est très bien fait, c'est très bien joué. Et justement, ce Daredevil, là où il rejoint Batman, c'est que c'est aussi un chef de bande. Et c'est là où on va venir. Netflix a créé plusieurs séries, Jessica Jones, Luke Cage, le fameux Iron Fist que M. Martinet adore. Il ne faut Et pas justement- voir, en fait, Iron Fist. Oui et non. Bon, mais on n'a pas le temps, si vous voulez. et Jessica Jones, Luke Cage, vous l'avez dit, et Daredevil. Qui vont saison être 1, réunis dans qui qui sont réunis dans qui est Diverders actuellement sur Netflix. sur Netflix. Oui. Voilà. Vous pouvez le voir, toute la saga de Marvel sur Netflix. Répondez à cette question, mes chers amis. Les super-héros, une overdose de demi-dieux. Didier. Oui et non. Si on en parle comme on voit les Avengers et tout ça, oui, c'est une overdose. Parce que là,
Il y a tout et n'importe quoi. Là, les sujets dont on a parlé aujourd'hui, ça veut dire que ces héros-là sont humains. Et à partir de ce moment-là, oui, ça devient intéressant parce qu'il y a une vraie identification des gens et de la société. Si c'est juste des super-héros qui fracassent tout le monde et qui sauvent toujours les vies, non, c'est plus intéressant et là, on en a trop. Ouais. On n'est pas dans le mainstream, dans ce que vous dites. Ce qui est plus intéressant, c'est quand ça interpelle la société. Hein. Même en Marcel. overdose, non, bien sûr, évidemment. Mais overdose à travers les séries télé. Là, je te rejoins complètement. Et c'est grâce aux séries télé qu'on n'en sera pas en overdose parce qu'elles osent beaucoup plus que le cinéma. Rapidement. Bah, moi, je dirais oui, overdose, mais bon, il ne faut pas multiplier les pains, hein, surtout c'est pour le tiroir caisse. Inès, rapidement. Pas d'overdose, je suis accro. D'ailleurs, je vous conseille la série Preacher, excellente, Cassidy, Airstar. Magique. Le rappel des œuvres évoquées ce soir. Powers, Bandis et Homing aux éditions Comics. 2 films, Kick-Ass de Matthew Vaughn et Logan, il faut voir Logan de James Mangold. Le livre La vie sexuelle des super-héros de Marco Mangassola. Et enfin les séries. Daredevil, indispensable, saison 1 et saison 2. Luke Cage, très bonne série Luke Cage. Jessica Jones. Tout cela sur la plateforme Netflix avec également The Defenders. Vous riez, non, je n'ai pas évoqué Iron Fist. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi, même lieu, même heure. Ça se passe pendant le 20h.